pour commencer cette édition de la mi-journée dans Smart Bourse, nous avons le plaisir de retrouver au téléphone Bastien Dru, responsable de la gestion et de la recherche économique de CPR AM. Bonjour Bastien Dru. Bonjour. Bienvenue dans Smart Bourse, merci de nous accompagner à la mi-journée. On va tout de suite tenter de décrypter ensemble les statistiques du jour. On a découvert ce matin la publication du PMI, de l'indice PMI en zone euro, donc PMI composite global, qui ressort à 52,3 points pour le mois de février, contre 50,3 points en janvier. La période d'expansion, le niveau d'expansion était déjà atteint pour le mois de janvier. On constate une forte accélération pour le mois de février. Que nous disent, Bastien, ces PMI, que nous disent-ils de la résistance de l'activité économique en zone euro ? On a plutôt une amélioration, ces enquêtes PMI, donc qui ont été publiées ce matin pour la zone euro, mais aussi pour le Royaume-Uni. Si on regarde le PMI composite, vous venez de le dire, il est remonté à 52,3. En fait, c'est le plus haut niveau depuis mai 2022. Mai 2022, c'était quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puis le déclenchement de la crise énergétique, en tout cas l'exacerbation de la crise énergétique qu'a connue l'Europe depuis l'année dernière. Donc, cette amélioration, elle est vraiment centrée sur les services qui vont clairement accélérer, alors qu'on voit que les PMI manufacturiers, eux, se sont plutôt détériorés. Ils restent en zone de contraction pour le 8e mois consécutif, les PMI manufacturiers. Donc on a une vraie dichotomie entre l'industrie qui souffre encore de la crise énergétique et les services où on voit clairement du mieux dans ces enquêtes. Maintenant, même si c'est vrai que ça va mieux, la situation est loin d'être rose en zone euro, parce qu'un PMI composite à 52, c'est cohérent avec une croissance du PIB qui est assez faible malgré tout. Puis si on regarde les autres statistiques qui étaient publiées ce matin, il y avait aussi les chiffres d'immatriculation en Europe. C'est un chiffre qui est intéressant parce que ça permet de voir que la situation n'est pas du tout standard. Et bien ça s'améliore un petit peu, mais il y a eu quand même 30% d'immatriculation de moins en 2022 par rapport à 2019, qui était la dernière année civile pleine avant le Covid. Et ça montre que la situation actuelle est encore très loin d'être normale et que ça prendra du temps justement pour qu'on ait une sorte de normalisation des choses dans l'économie européenne. Pour autant, Bastien Dru, est-ce qu'on peut voir dans ces PMI une résistance de la demande, en tout cas, alors qu'on reste dans un contexte inflationniste sur le sol européen ? Oui, en tout cas, c'est un signal qu'il y a une certaine résilience de la demande. Ce qu'on avait pu voir dans les chiffres de PIB pour le 4e trimestre en Europe, c'était plus justement que la consommation des ménages commençait à souffrir, notamment du fait de la crise énergétique et puis du fait que le pouvoir d'achat a été entamé. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, établissant donc une résilience de la demande en Europe. Les marchés financiers, Bastien Dru, regardent de très près les décisions de politique monétaire de banque centrale, si on reste sur le sol européen dans un premier temps. Est-ce que cette résistance de l'activité, alors effectivement, qui n'est pas forcément confirmée par tous les chiffres actuellement, mais que l'on voit quand même dans ces indices PMI, peut avoir un impact sur l'inflation ou les décisions de politique monétaire de la BCE ? Oui, ça peut tout à fait avoir un impact. Donc là, ça va plutôt dans le sens d'une résilience de l'économie, et puis donc ça peut libérer finalement des capacités d'action pour la Banque centrale européenne, parce que si au contraire il y avait eu un effondrement des enquêtes PMI, la BCE aurait pu douter finalement dans son mouvement de resserrement monétaire. Donc là, ça va plutôt permettre à la BCE de pouvoir se concentrer sur la lutte contre l'inflation élevée sur les mois qui arrivent. Donc ça peut aller dans le sens d'une hypothèse d'un durcissement peut-être de politique monétaire de la BCE face à la résilience de l'économie européenne ? Ah oui, tout à fait, parce que là, de toute façon, ce qui était déjà, entre guillemets, prévu, c'est que la BCE remonte ses taux directeurs de 50 points de base lors du Conseil des gouverneurs de mars, ce qui mettrait le taux de dépôt à 3% en mars. Après, maintenant, tout ça, c'est déjà assez largement anticipé. Maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où la BCE ira après le Conseil des gouverneurs de mars. Et là, on peut imaginer qu'on ait un taux terminal pour le taux de dépôt de la BCE aux alentours de 3,50 d'ici l'été, oui.
Si on regarde à présent du côté des États-Unis, Bastien Dru, les indices PMI sont également attendus de l'autre côté de l'Atlantique. À quoi est-ce que vous vous attendez pour cet après-midi ? Alors là, on a eu des chiffres de PMI américains qui étaient assez mal orientés sur les derniers mois. Hein. Le PMI composite, il a été en zone de contraction pendant 7 mois consécutifs, qui pouvait être dans une certaine mesure un petit peu en contradiction avec certaines autres enquêtes qu'il y a pu y avoir, notamment sur l'ISM, je pense à l'ISM Service. Donc ce chiffre de PMI de cet après-midi, ça pourrait nous éclairer sur la situation de l'économie américaine, parce que on a eu quand même, il faut bien le dire, depuis 3 semaines des chiffres assez surprenants aux États-Unis. Il y a eu le fait que l'ISM Service, qui avait fortement rebondi au mois de janvier après un mauvais chiffre de décembre. Il y avait aussi le Job Report, donc le rapport sur l'emploi de janvier, qui indiquait plus de 500 000 créations d'emplois alors qu'on en attendait plutôt 200 000. Et puis la semaine dernière, on a eu les ventes au détail qui ont augmenté de 3% en janvier, donc 3% sur un seul mois, ce qui est quand même une très forte hausse des ventes au détail. Alors on sait qu'il y a eu une météo qui a été particulièrement favorable aux États-Unis en janvier. On sait qu'il y a aussi des problèmes de désaisonnalisation, parce que la saisonnalité de l'activité aux États-Unis a vraisemblablement changé après les années de Covid. Donc c'est un peu difficile de savoir où se trouve l'économie américaine. Après, ce qu'on peut dire, c'est que il y a clairement des éléments positifs, il y a clairement des éléments négatifs. Dans les éléments positifs, il y a le fait qu'il y a eu au début du mois de janvier une augmentation de ce qu'on appelle la sécurité sociale, ce qui correspond grosso modo aux retraites publiques aux États-Unis. Donc cette sécurité sociale a augmenté de 8,7% d'un coup sur le mois de janvier, ce qui fait quand même 140 $140 par mois en moyenne de plus pour 65 millions de personnes, donc ce qui fait du revenu supplémentaire pour les Américains. Après, dans les éléments négatifs, on peut penser par exemple aux conditions de crédit. Les dernières enquêtes de la Fed auprès des banques indiquaient que ces banques avaient justement fortement resserré les conditions de crédit, ce qui est généralement annonciateur d'un octroi de crédit au secteur privé qui ralentit. Et ce qu'on a pu voir quand même sur les 2-3 derniers mois, c'est quand même un arrêt assez net, un coup de frein assez net dans l'octroi de crédit bancaire aux entreprises. Et ça pourrait vraisemblablement se détériorer encore un petit peu si les banques continuent à détériorer les conditions de crédit, quoi. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut continuer à suivre sur l'économie américaine. Si on regarde ce que nous disent les marchés, Bastien Dru, on voit pointer l'idée d'un consensus avec des hausses de taux qui pourraient dépasser les 5% pour la Fed, et surtout un plateau finalement jusqu'à fin 2023, et donc pas forcément de baisse de taux à intervenir cette année. Est-ce que c'est un scénario plausible selon vous ? Est-ce qu'il faut attendre la publication des minutes du FOMC par exemple pour se positionner ? Alors, ces minutes du FOMC, c'est, je pense, l'événement le plus important de la semaine pour les intervenants de marché. Depuis la grosse semaine qu'il y avait eu au début du mois de février, il y avait une grosse semaine où il y avait eu énormément d'événements. Il y avait eu le conseil des gouverneurs de la BCE, il y avait eu le FOMC, il y avait eu les 2 ISM, il y avait eu le Job Report. C'était en tout début du mois de février. Depuis cette semaine-là, il y a eu un repricing très net, très fort des anticipations de Fed Funds, avec des marchés maintenant qui anticipent un taux terminal de Fed Funds aux alentours de 5,25%. On peut rappeler que les dots, c'est-à-dire les projections de Fed Funds qui avaient été publiées en décembre, indiquaient un taux terminal pour la fourchette de Fed Funds à 5,25%. Donc on a des marchés qui sont revenus vers les dots, vers les projections de taux directeur des membres du FOMC. Donc le marché a reconvergé vers ce qu'avaient indiqué les membres du FOMC. C'est vrai que tous ces chiffres qu'il y a pu y avoir au début du mois, ça a amené quand même
un changement d'anticipation et ça a été accrédité notamment par certaines déclarations. Je pense notamment au président de la Fed de New York, John Williams, qui avait indiqué que suite à ces publications, les dots justement lui paraissaient tout à fait raisonnables. Et donc, je pense qu'on peut maintenant anticiper le fait que la Fed, elle continue sur son rythme de hausse de taux de 25 points de base, avec probablement un arrêt lors du FOMC de mai, avec justement une fourchette de Fed Funds qui sera à 5,25. Merci beaucoup Bastien Dreux de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPRAM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.